Thomas Friedberger de retour dans le studio de La Martingale. Ça va Thomas ? Hello Mathieu, ça va très bien, merci. Ouais, bon écoute, après nos épisodes nos différents épisodes de ces dernières années, alors on a parlé de pas mal de choses, d'investissement socialement responsable, d'impact, de ESG, on a parlé de souveraineté, on a parlé de... Et voilà, et puis au fil du temps, des actualités, d'une forme de démondialisation, et puis peut-être une fragmentation du monde, et puis peut-être une guerre en Ukraine, et puis peut-être un président Trump qui arrive et qui envoie valdinguer pas mal de choses. On se dit, faudrait peut-être qu'on sache se défendre à un moment, ce serait peut-être pas idiot. C'est un sujet qui t'intéresse, toi ? Ouais, c'est un sujet qui nous intéresse chez Tikehau. Alors, on n'a pas attendu la guerre en Ukraine pour s'y intéresser, parce que ça fait très longtemps qu'on investit dans l'aérospatiale et la défense, puisqu'on a fait l'acquisition en 2019 d'un asset manager spécialisé là-dedans, qui avait été créé en 2000, qui s'appelle Ace Capital. Et donc depuis 2000, cette équipe-là, aujourd'hui c'est une équipe de 20 personnes dans l'aérospace et la défense, plus 10 personnes dans la cybersécurité, investit depuis plus de 20 ans dans ce secteur-là. Donc on s'y intéresse. 30 personnes qu'on peut lier à la défense au sens large chez Tikehau. C'est ça, qu'on peut lier à la défense au sens large, donc cyberdéfense, cybersécurité avec un aspect défense, et puis aéronautique avec un aspect défense. De toute façon, c'est un secteur qui est dual, on en reparlera, mais c'est très important de comprendre ça. Et ce sont des investisseurs. Vous investissez dans du côté ou du non-côté ? Alors les deux, en général, c'est du alors là, ce dont je parle, c'est du private equity, donc c'est l'investissement dans des entreprises non cotées. On a aussi une équipe d'investissement dans le coté, les actions cotées, et cette équipe-là, en l'occurrence, a lancé un fonds il y a un peu moins de 2 ans sur le thème de la souveraineté européenne, parce qu'on avait publié, et d'ailleurs ça avait fait l'objet d'un enregistrement, une CEO letter sur la souveraineté européenne en 2023, octobre 2023, on a publié ça. Et d'ailleurs, ça correspond à une conviction qu'on a depuis assez longtemps, depuis la Covid, si tu te rappelles, on avait déjà fait plusieurs épisodes sur le fait que notre grande conviction chez Tikehau, c'est qu'on passe d'un monde où la création de valeur économique était tirée par l'efficience, donc dans un monde où les taux ont baissé pendant 40 ans et où la mondialisation a permis aux entreprises d'optimiser beaucoup de choses, à un monde où la valeur économique serait tirée par la création de résilience, un monde où les taux d'intérêt sont plus élevés, et où la démondialisation fait que tu ne peux plus suroptimiser l'endroit où tu produis, tu peux plus suroptimiser ta capital structure, tu es obligé d'opérer avec des coussins de capitaux propres plus élevés, moins de dettes, de produire plus près du consommateur, de payer tes impôts là où tu fais du business, et que ça allait créer un monde de croissance faible dans lequel la croissance forte viendrait de la création de résilience, donc des entreprises qui aident les autres à être plus résilientes. Et dans ce cadre-là, l'aérospace, la défense et la cybersécurité, ce sont des créateurs de résilience. Et donc là, on est en plein cœur du sujet. Et donc tu vois qu'en fait, ce thème-là, on n'a pas du tout attendu l'élection américaine et le réveil de l'Europe du côté défense pour s'intéresser à ce thème-là. Et tu vas voir que c'est un thème de croissance très forte, en fait. Vous avez une boule de cristal, en fait, un peu, quoi. Non, je me dis en t'écoutant que, justement, la boule de cristal, je la trouve très compliquée à avoir en ce moment, vu la créativité qu'il y a dans les conflits. Alors je voudrais qu'aujourd'hui, Thomas, si tu le veux bien, on fasse un épisode qui soit potentiellement un peu économique, comme on peut le faire dans les grandes tendances, mais aussi quand même assez pratique sur comment ça se transforme en investissement. Parce que moi, je lis tout ça, je vois ce que font, alors en particulier sur un terrain militaire très créatif, en fait, qui est hallucinant, qui est l'Ukraine. Il y en a d'autres qui se préparent d'ailleurs, on le voit quand même à Taïwan, tu connais bien l'Asie, où tu passes un bon bout de temps tous les ans, quelques mois, je crois. Mais quand on voit les machines qui se préparent, les camps d'entraînement avec des villes entières qui sont reconstruites, avec l'intérieur des buildings, tu as dû voir passer tout ça, les énormes barges d'accostage sur lesquelles ils font finalement des villes entières pour pouvoir faire débarquer sur Taïwan une armée hallucinante. Et puis en face aussi, des tout petits drones qui vont anéantir un tiers de l'aviation, des bombardiers russes, sur des stratégies en fait qui sont quasiment de sabotage un peu à l'ancienne. C'est incroyable. Et tu te dis, un tank ça vaut plus rien, un bombardier je sais pas, parce que la protection d'un truc comme ça en fait ça devient un gros problème.
en termes d'investissement, ça doit quand même... Parce que déjà, en termes de défense, c'est un cauchemar. C'est-à-dire que c'est un cauchemar. Tout ce qui existait avant est remis en question. Donc, en termes d'investissement, ça ne doit pas être si simple non plus. Oui, alors tout ça c'est lié, tout ça c'est en train de changer, mais alors d'abord je pense qu'il faut replanter le décor de c'est quoi l'enjeu de tout ça, parce que tu peux assez facilement tomber dans, si tu veux, le retour de petits garçons passionnés par la guerre, voilà, les avions, les tanks, la technologie, etc. Et donc c'est génial, on va réinventer la guerre, etc. C'est pas du tout ça dont on parle. Ce dont on parle, c'est de protéger un modèle de développement. Donc aujourd'hui, l'Europe, pourquoi l'Europe doit apprendre à être plus autonome sur les sujets de défense? Tout simplement parce que si tu veux continuer à pousser un modèle de développement durable, donc là on est en plein dans l'ESG, qui est le marqueur, on va dire, du capitalisme à l'européenne, je dirais. En face, tu as d'un côté des régimes autoritaires qui ont un certain succès économique, etc., qui est indéniable et dont il faut probablement s'inspirer sur certains points. Russie, d'autres. L'Inde. Ouais. Mais qui sont des modèles... L'Inde, il est qualifié d'autoritaire. L'Inde, c'est une démocratie, mais il y a des aspects, en tout cas économiques, plus autoritaires que chez nous en Europe. En tout cas, ce sont des modèles qu'il faut regarder, qu'il faut respecter, avec qui il faut discuter, mais qui ont quand même cette caractéristique autoritaire, avec des leaders qui impriment, on va dire, une direction de manière très autoritaire. Puis de l'autre côté, tu as les États-Unis, où il y a aussi ce type de comportement de la classe politique depuis l'élection, mais où tu as aussi un modèle de démocratie qui restera le leader mondial économique, etc., qu'il faut respecter évidemment et qu'il faut apprendre à aimer d'une certaine manière, mais qui a ses travers. Si tu veux, c'est quand même le pays dans lequel l'innovation médicale est la plus importante, et c'est un pays où l'espérance de vie en temps de paix de la population baisse. Donc il y a vraiment un problème dans ce pays. Et à côté, tu as l'Europe qui donc promeut un modèle de développement basé sur un modèle économique plus durable, et celui-là, il faut le défendre. Et c'est de ça dont on parle. Donc on parle d'investir dans la défense pour rester libre et pour avoir cette liberté d'expression et cette liberté de penser. Ce que tu dis, c'est qu'il y a des modèles politiques qui sont pas les mêmes dans toutes ces zones, qui frottent un peu les unes aux autres, et que de ces modèles politiques vont fortement impacter les modèles économiques. Alors on peut le sentir avec un Trump qui va être un peu interventionniste dans plein de choses et qui va te dire... finalement, mais bon, la Chine peut l'être comme ça aussi, mais si jamais on vous a filé plein de pognon à vous à l'Ukraine, donc maintenant faut nous filer vos terres rares, votre production de tout pendant 50 ans. Vous, la France, si jamais dans vos boîtes on continue à avoir des politiques woke, on va plus vous soutenir et plus passer de contrat avec vous. Enfin, c'est clairement un truc qui est quasi insupportable pour nous, quoi. Ouais, écoute, on est en face de gens que ce soit des alliés ou pas, historiques ou pas, qui sont en train d'essayer de nous imposer des choses. Et si on veut se défendre contre ça, alors la défense au sens large, c'est pas le seul moyen de se défendre contre ça, bien évidemment, mais ça en fait partie, cette recherche de souveraineté. Et si on veut continuer à pousser le modèle à l'européenne, qui a ses travers, mais dans lequel on croit ou on croit pas, mais moi j'y crois en tout cas, eh bien il faut être plus autonome dans la défense. Donc maintenant, pour répondre à ta question sur ce secteur, effectivement, c'est un secteur complexe parce que c'est un secteur déjà qui est dual. Donc toutes les entreprises qui sont dans la défense sont aussi des entreprises qui sont dans le civil. Donc ça, il y a un aspect là-dessus sur lequel on reviendra. Ensuite, effectivement, comme tu dis, historiquement, le secteur de l'investissement dans la défense, c'est un secteur où tu fabriques un petit nombre de très gros objets, des porte-avions, des avions, des tanks, et donc ça nécessite un effort de recherche et de développement extrêmement important qui nécessite l'intervention de l'État, puisque la commande de l'État représente une part importante de la commande militaire. Et on est passé... Elle n'est pas totale. Je sais pas, une part... il y a d'autres gens qui commandent du mais militaire. La part de l'État, je veux dire, dans lequel opère le constructeur. Oui. Par exemple, tu vois, Dassault a vendu ses Rafales pendant très longtemps uniquement à la France. Aujourd'hui, l'export est une grande... Donc le modèle de développement de Dassault, c'est
l'armée française, et c'est l'export. Et d'ailleurs, le président Macron en parle très régulièrement en disant que c'est un modèle également basé sur l'export, qui est le modèle de la défense européenne. Et puis ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine, et puis ce qui se passe dans le Golfe, avec notamment en mer Rouge, etc., dans le canal de Suez, où tu as en fait, on est passé à une espèce de guerre collaborative, qui est en fait un grand nombre de petits objets, donc l'inverse, connectés entre eux, qui infligent des dégâts très très importants à un petit nombre de gros objets. Donc ce sont des drones qui sont capables de faire très très mal à des bateaux, donc à des porte-avions ou à des navires de guerre, à des avions, à des tanks. Et donc là, on passe dans un autre monde. Et donc en fait, la problématique de l'investissement dans la défense, c'est qu'en fait, il faut probablement investir des deux côtés. Et ça, nos décideurs, la Direction générale de l'armement, les instances européennes l'ont bien compris, probablement utilisant les budgets militaires pour promouvoir ces programmes de guerre collaborative. Et ça veut dire quoi? C'est très intéressant, ça va t'intéresser, parce que ça veut dire, comme le dit notre ministre des Armées, investir dans l'intelligence artificielle, le quantum computing, la cybersécurité, l'espace. Et tout ça, tu n'as pas de guerre collaborative sans cybersécurité, sans quantum computing, sans puissance spatiale. Et donc, c'est la nouvelle manière d'investir dans la défense et élargit énormément le spectre d'investissement, si tu veux. Et c'est là où en fait, tout ça, moi, me fait des nœuds au cerveau. J'imagine quand même toi aussi de temps en temps, hein, mais même si je sais que tu es un super-héros dans tout ça, mais je me moque, mais tu réfléchis beaucoup et tu prends le temps, mais c'est toute cette interconnexion. C'est-à-dire que par moment, même moi, là, quand je t'écoute, je me dis, est-ce que ces gros objets qui coûtent cher, ça vaut vraiment encore le coup de les faire? Est-ce que ces petits objets, alors il y a des petits objets vraiment très artisanaux, peut-être je pense aux outils, à tout ce qui est envoyé en effet autour du canal de Suez et tout ça, et des outils moins artisanaux comme des drones et des choses comme ça, avec quand même de l'électronique embarquée beaucoup plus sophistiquée, mais qui vont devoir souvent avoir besoin d'une connexion Internet, 4G ou un truc, parce qu'il y a quand même toujours une communication en direct, vidéo ou quelque chose comme ça, que là, faut soit du Starlink, soit, je sais pas ce qu'il faut, mais il faut quand même un moyen, que Starlink c'est américain, et qu'en fait, Oui, c'est un sujet complexe, mais c'est un sujet intéressant, parce que tu vois déjà que des pays comme les États-Unis ou Israël, dans lesquels l'investissement militaire a quand même une histoire, une base historique extrêmement développée, les développements militaires ont eu des répercussions civiles très fortes. Et donc, ça sera aussi le cas pour l'Europe. Le développement, et ça répond à la question que beaucoup posent, disant, est-ce que c'est vraiment intelligent d'investir dans des trucs dans des armes dont l'objectif c'est, un, pas s'en servir, mais deux, si on s'en sert, c'est de détruire des trucs. Donc, est-ce que ça crée vraiment de la valeur économique? Évidemment qu'on n'a pas envie de se servir de ces armes-là, mais ce qu'il faut voir, c'est que le développement technologique de ces choses-là ont aussi des implications civiles. Et ça a été le cas aux États-Unis, ça a été le cas en Israël, qui sont des grandes nations on va dire, d'innovation civile aussi, en partie grâce aux militaires. Ensuite, pardon, je fais un point juste là-dessus, mais quand je t'écoute, je me dis, il y a aussi, peut-être que c'est plus récent, quoique il n'y a pas que ça, mais des innovations civiles. Et là, je pense aux drones, et tout ce qui est FPV et tout ça, les vraiment drones qui étaient faits par les DJI et tout ça, qui se sont transformés en armes, et pas l'inverse. Absolument. Et d'ailleurs, c'est pas nouveau, et ça date même d'avant les drones. Hein, si tu regardes aujourd'hui, les hélicoptères militaires que développe Airbus ont d'abord été des hélicoptères civils. Le Super Puma, par exemple, c'est d'abord un hélicoptère civil, le Puma. Des années 70-80, je suis pas un spécialiste, mais quand j'étais petit, il y avait des Pumas civils, en tout cas. Le cockpit de la 400M, l'aéroport l'avion de transport militaire d'Airbus, c'est le même cockpit que celui de la 380, par exemple. Voilà, donc ça, ce sont des applications civiles militaires. Ensuite, tu as des sujets de reconversion du civil dans le militaire. Typiquement, Volkswagen, qui ferme des usines en Allemagne pour la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a annoncé qu'il pourrait être amené à reconvertir ses usines
dans de la fabrication, je sais pas, de drones, je sais pas de ce qu'ils ont en tête ou ce qu'ils peuvent proposer technologiquement. Mais ça, là, tu peux reconvertir une activité civile en activité militaire. Alors, ça rappelle pas forcément des super bons souvenirs, hein, mais en tout cas, c'est intéressant de voir que tu as des sujets, en tout cas économiquement, de reconversion. Encore une fois, on parle d'une industrie de défense européenne. Là, on parle pas de se faire la guerre entre nous en Europe. Tu parlais tout à l'heure de Starlink. Regarde le cours de l'action Eutelsat le jour où Elon Musk a annoncé qu'il pourrait couper Starlink, il pourrait couper l'Ukraine de Starlink. Ça a été annoncé il y a quelques mois là. L'action Eutelsat, si je me trompe pas, est passée de 1 euro à 7 euros en quelques jours. Pourquoi ? Parce que tu as un sujet potentiel de reconversion. Donc Eutelsat, ça opère. Alors le problème, c'est que ça opère des gros satellites. Que Starlink, c'est des petits satellites, donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais tu pourrais imaginer, en tout cas le marché a anticipé une potentielle reconversion de Eutelsat qui fait du broadcasting de télévision aujourd'hui en le Starlink européen demain. Et donc tu as ces sujets-là. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée d'investissement, ça en l'occurrence, on l'a pas regardé celle-là, mais tu as des cas de reconversion. Et donc cette porosité, si tu veux, public, militaire, civile, elle est clairement là, elle est palpable et elle crée de la valeur. Intéressant. Oui, parce que Starlink, à l'origine, n'était pas du tout dans cette optique. Enfin, je pense pas. En tout cas, il n'avait pas cet objectif. Il voulait juste couvrir le globe d'Internet, quoi. Très intéressant. Tu allais venir sur un deuxième point, peut-être là-dessus, ou je sais pas si tu l'as encore en tête. Quand je t'ai coupé sur revenir sur le privé qui va dans le militaire. Ouais, l'aspect dual, il est très important parce que tu n'as aucune société. Alors nous, on est vraiment spécialisé dans l'aérospace et la défense, c'est-à-dire l'aspect aéronautique. Aujourd'hui, on n'investit pas dans la défense terrestre. D'ailleurs, on n'investit pas dans les armes en fait. On investit dans les avions, l'aéronautique. Et donc tu as donc également important du côté ESG. Et encore une fois, tu nous connais assez pour savoir qu'on fait pas de greenwashing chez Tikeo. On mesure et on reporte notre impact ESG et on a des fortes convictions, on a des critères d'investissement en ESG dans toutes les décisions d'investissement qu'on prend. Donc on fabrique pas d'armes, enfin on ne finance pas le fabricant d'armes, la fabrique d'armes. L'industrie est duale et donc on est aussi dans le civil et il y a un vrai sujet de trajectoire net zéro dans l'aéronautique qui est un vrai sujet civil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu as 24 000 avions qui volent dans le monde, tu en as 18 000 qui ont besoin d'être remplacés. Et le remplacement de ces avions par des avions plus performants sur la consommation de carburant, donc là je parle de l'A320 Neo par exemple, de l'A350, de ces nouveaux programmes-là, fait que ça représente 35% de la trajectoire net zéro d'ici 2050. Le fait juste de changer d'avion, 60% de la trajectoire c'est les biofuels, mais 35%, donc un tiers, c'est le passage à ces nouveaux avions. Et donc tu as sur ces 24 000 avions, 18 000 qui doivent être remplacés, plus 24 000 qui doivent être créés pour répondre à la croissance du trafic aérien. Et donc sur ces nouveaux... D'ici combien t'as dit ? D'ici 2050, ouais. Ah, wow. Et donc tu en as déjà 15 000 qui sont dans les carnets de commandes et ça représente 10 à 12 ans de carnet de commandes pour toute la supply chain de l'aérospace. Donc ça ne va pas faire plaisir à Jean-Marc Jancovici, tout ça, mais bon. Oui, mais quand on te parle de... Alors là, pour le coup, quand on te parle de croissance, donc l'aspect purement financier, tu vois qu'il y a une croissance énorme. Nous, sur notre fonds 1, Aéropartenaire 1, la croissance des EBITDA des moyennes des sociétés, c'est 48% dans ce portefeuille-là. Mais donc, l'aviation, qu'on le veuille ou non, est rentrée dans la taxonomie européenne en 2023. Ensuite, tu as un sujet de souveraineté, donc qui, pour moi, rentre aussi dans les sujets, dans les sujets ESG. Et donc, le fait que tu as cet aspect dual, tu as cet aspect de souveraineté et cet aspect trajectoire net zéro, alors tu me diras, ça nous fait une belle jambe d'avoir des avions militaires qui vont détruire des trucs et qui sont net zéro, mais là, je parle de l'industrie de l'aéronautique dans son ensemble, fait qu'en fait, tu as un vrai sujet de ESG dans ce thème-là aussi. Mais pourquoi vous investissez pas dans des armes ?
Enfin, je veux dire, à la fin... C'est parce que c'est pas le but du fonds. C'était pas le but du fonds au départ. C'est moral ou c'est... Enfin, je veux dire... Non, mais il y a un moment où on se cache derrière... Tu vois, on peut se dire, quelque part, on fait des avions qui vont envoyer des armes ou je sais pas quoi, et puis bon, on fait pas les armes qui vont avec. Oui, bien sûr, mais bon... non, mais à la fois, je dis pas ça, je te jette pas la pierre, hein, Thomas, et puis c'est pas le... Mais ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'il y a il y a un chiffre sur lequel on ne pouvait pas vraiment assumer dire je fais de la défense il y a quelques années parce que c'était pas très joli. Aujourd'hui, on se dit en fait oui, on n'est pas là juste pour faire les babos et tu vois et alors peut-être si je vais même un cran plus loin, est-ce que si moi je dis bon attends, moi je m'en fous en vrai, de toute façon je pense qu'il faut de la défense et il faut je vais investir chez Thales par exemple qui font des armes, hein, si je ne m'abuse, des missiles, des choses comme ça. Est-ce que j'ai peut-être pas une prime parce qu'en fait comme il y a beaucoup de gros fonds qui investissent pas dans ces boîtes-là, il y a un jour où ça va se retourner et ça va monter. Alors bon, déjà, il y a un certain type d'armes qui est interdit par ce qu'on appelle les UNPRI, donc Principle for Responsible Investing, dont on est signataire et on a le rating le plus élevé dans ce domaine-là, attribué par les Nations Unies, qui est A+, donc c'est le rating de Tikeo dans ce domaine-là. Donc il y a un certain type d'armes qui est clairement interdit, donc ça on s'interdit d'investir là-dedans. C'est pas des armes, on parle pas juste de chimiques ou de trucs interdits sur les terrains de guerre. C'est principalement ces armes-là. Ok. Ensuite, le fonds dont je te parle là, qui est le fonds Aéropartenaire 1 et maintenant le fonds 2, ce sont des fonds de private equity, et là le thème c'est aérospace et défense, mais c'est pas les armes. Okay. Par contre, du côté equity côté, dans le fonds de souveraineté européenne, on ne s'interdit pas d'investir dans des sociétés qui fabriquent des munitions notamment, donc on est par exemple investir dans Rheinmetall, une société allemande qui fabrique des munitions. On pourrait aussi investir dans les sociétés que tu as nommées. Donc voilà. Ok. Et les drones, c'est de l'aérospatial ? Tout ça, c'est à la limite civile militaire, si tu veux. Hein. C'est comme, est-ce que l'investissement dans les satellites, c'est de la défense ou pas, quoi. Est-ce que l'investissement dans l'intelligence artificielle, c'est de la défense ou pas ? La réponse, c'est oui et non. Oui, et c'est pour ça que cette industrie est duale et elle est essentielle. Ça fait partie de son ADN, si tu veux. Ok. Alors, parce qu'en effet, tu vois, tu dis, toutes les implications sont assez fortes. C'est vrai que tu penses aujourd'hui sur les terrains militaires. En effet, on parlait de satellites, de drones, de choses qui sont des nouvelles choses. On parle en IA de cette société américaine qui s'appelle, je l'avais tout à l'heure en tête, Palantir, c'est ça. On a des équivalents de Palantir un peu performants en Europe. Oui, il y a des équivalents en Europe. Alors, Palantir, je le rappelle, hein, mais c'est je sais pas si tu veux l'expliquer ou si je le fais, mais en gros, c'est par exemple certains. Je vais donner un cas d'usage assez passionnant que j'avais dû lire sur, me semble-t-il. Je sais plus, je l'ai vu en vidéo, mais qui va être capable de dire, tu vas lui dire, écoute, j'ai des forces armées ici, j'ai 2 bataillons là, j'ai tel truc, mon satellite a vu ça, j'ai tel et tel stock d'armes, etc., etc. Et puis avant, tu avais des briefings, tu avais des généraux, des tas de gens qui étaient soit dans leur tente, soit au Pentagone, soit je sais pas où, pas loin, plus ou moins proche du terrain de combat. Et puis, je vais dire du terrain de jeu, c'est pas très... Et puis qui à un moment disait bon, je pense qu'on devrait faire ci, on devrait faire ça. Palantir va avec de l'IA te dire voilà les différentes options et voilà comment tes hommes devraient se déplacer, comment ils devraient se retirer, les scénarios qui peuvent se passer en face avec une efficacité, semble-t-il, totalement incroyable. Alors Palantir, ils font pas que ça, hein, d'ailleurs. Palantir, c'est de la gestion de data, en fait. Hein. Donc il y a des sociétés en Europe qui sont concurrentes complémentaires ou concurrentes de Palantir. Nous, on investit dans une qui s'appelle Chaps Vision dans le fonds cybersécurité. Que j'ai reçu sur Génération Do It Yourself, voilà. Le fondateur. Donc on a de la technologie en Europe. Hein. On a récemment organisé, alors on organise beaucoup d'événements actuellement autour de ce thème-là, puisque ça fait plus de 20 ans qu'on investit dans l'aérospace, la défense et puis la cybersécurité et maintenant la souveraineté européenne, et donc on organise beaucoup d'événements autour de ça, puisqu'on en parlera probablement aujourd'hui. Les gouvernements européens, pas seulement français mais européens, cherchent à orienter l'épargne vers
le financement de l'effort de défense. Et donc, dans ces dîners-là, en l'occurrence, on en a fait un récemment, on a fait intervenir Mathieu Louveau, le patron de la stratégie d'Airbus, qui disait quelque chose de très frappant, et je ne veux pas le déformer ce qu'il a dit, mais en substance, ce qu'il dit, c'est si vous nous donnez en Europe, il parlait, je pense, pour l'Europe, mais les talents, c'est-à-dire que les talents ne vont plus seulement aux États-Unis, etc., mais restent en Europe, et le financement, et ça arrive, clairement, pour le coup. Il n'y a rien aujourd'hui que les États-Unis font dans ce domaine de la défense que l'Europe ne sait pas faire. Donc, pour répondre à ta question, il y a aujourd'hui les moyens de développer ça. Alors, ça va prendre du temps. Si tu veux, aujourd'hui, pour te donner une idée, l'Europe achète du matériel militaire. 18% seulement des dépenses de l'Europe en matière militaire sont du matériel européen. L'Union européenne a annoncé que l'objectif, c'était d'aller à 30-40%. Donc l'idée, si tu veux, c'est que bien sûr qu'on va continuer à acheter du matériel américain. Le F-35 aujourd'hui, donc cet avion de combat américain qui fait la une des journaux quasiment tous les jours. Parce qu'on pense qu'on peut le débrancher du jour au lendemain avec 2 lignes de code, ouais. Bon, je sais pas, mais 1000 F-35 en Europe, hein, c'est fou. Hein, ouais, et les gouvernements européens aujourd'hui continuent de commander cet avion-là. Alors à tort ou à raison, j'en sais rien. Je suis pas là pour juger ça et je suis pas compétent pour juger ça, mais on va pas arrêter demain d'acheter du matériel américain et peut-être autre d'ailleurs aussi. Mais en tout cas, l'idée, c'est de faire monter en puissance le matériel européen, que technologiquement, il n'y a a priori pas de barrière, c'est juste un sujet de financement, de rétention de talent et de temps. Et si tu regardes en fait le succès d'Airbus dans le civil, qui a quand même pris le marché en 4 ou 5 décennies pour devenir aujourd'hui leader mondial incontesté pour le coup de l'aéronautique civile, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire ça dans d'autres domaines, y compris des domaines liés à la défense. Ce qui pourrait les doutes que je pourrais avoir, mais en effet sur la durée, je pense que toi tu parles beaucoup et ça m'intéresse quand même, mais de résilience et de fonctionnement sur la durée. Je pense que l'Europe a toutes les cartes à jouer là-dessus. Ce que je vois quand même, c'est que alors la Chine n'est pas mauvaise là-dessus non plus, avec ses planifications, etc. On voit ce qui déroule sur l'électrique et sur c'est quand même c'est en train de nous pilonner tous. Hein. Les Américains ont un truc quand même, c'est qu'ils vont vite. Alors, ils sont peut-être pas très résilients, c'est bien d'aller vite, mais c'est peut-être pas suffisant. Mais bon, ils t'envoient des fusées dans l'espace avec beaucoup de satellites, tels qu'on n'est pas capable de le faire du tout, nous, en Europe. Et en effet, il y a des moments où aller vite, c'est quand même important. Tu vois, les Ukrainiens, en ce moment, ils vont vite aussi, tu vois. Et voilà, je sais pas, c'est toujours assez compliqué aussi de voir tout ça. Alors écoute, l'histoire européenne montre que l'Europe sait aussi aller vite dans l'urgence. Donc malheureusement, c'est souvent quand on est un peu au pied du mur qu'on sait s'organiser et qu'on va vite. Mais là, moi, ce que je peux te dire avec ce que j'observe, et encore une fois, Tikeo est plutôt, je dirais pas au centre, mais est clairement imbriqué dans l'écosystème aujourd'hui de la problématique du financement de l'effort de défense européen. Clairement, ça va vite. Okay. Voilà, ça va vite. Et on s'organise. Et alors, ce que les Américains, ils savent aller vite, mais ils savent aussi mettre d'énormes moyens en face de ça. Ouais. Et donc, le sujet, il est là. Le sujet, c'est quels moyens tu mets en face de ça pour faire quoi ? Et quand tu regardes en fait aujourd'hui ce qui se passe, tu as l'Union européenne, enfin la Commission européenne qui a annoncé encore la semaine dernière, tu as ce plan de 150 milliards d'euros de financement de l'effort de défense européen sur le budget de l'Union européenne. 150 milliards d'euros, c'est quand même pas rien. Clairement, ce qu'a annoncé l'Allemagne il y a quelques semaines, alors ça ne concerne pas que la défense, ça concerne aussi les infrastructures stratégiques, etc. Mais le fait que l'austérité fiscale allemande prend fin pour la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est un game changer complet pour l'Europe. Pas seulement sur l'aspect défense, mais sur l'aspect génération de croissance aussi. C'est-à-dire qu'il va y avoir un choc de compétitivité énorme de l'industrie allemande suite à ces investissements massifs que l'Allemagne va déployer. Et l'Allemagne, aujourd'hui, est le 4e budget militaire du monde. Tu as les États-Unis, qui dépensent à peu près $1 trilliard par an dans la défense. Ensuite, tu as la Chine, 250 milliards. Tu as la Russie, 150. Okay. Et puis après, tu as l'Allemagne, 80. Incroyable. Et puis l'Angleterre, la France, c'est autour de 60-70 milliards. Et donc l'Allemagne, aujourd'hui, est le 4e plus gros budget de défense au monde. Et donc tu as en fait des moyens qui vont être déployés là-dedans. Alors après, où est-ce que ça doit aller ?
Nous, on est persuadés chez Tikeo, et encore une fois, on a cette équipe d'investissement qui fait ça depuis plus de 20 ans, que ça doit aller dans les instruments de capitaux propres. Ça, c'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a aussi, par exemple, là, évidemment, maintenant que ça devient une priorité pour les États européens de financer la défense, il y a beaucoup de fonds qui se lancent sur ce thème-là. D'accord ? Nous, je te dis, on a 10 personnes dans la cyber, 20 personnes dans la défense. On a aujourd'hui 45 sociétés en portefeuille dans l'aérospace et la défense, une vingtaine dans la cyber. Mais pour te donner une idée d'ailleurs, pour faire 14 investissements dans le fonds 1 d'aérospace et défense, on a regardé 400 dossiers. Donc les nouvelles équipes qui se montent maintenant, ça va prendre quand même un peu de temps, on va dire, pour regarder. Alors je leur souhaite d'aller tout de suite sur les bons investissements, mais je leur souhaite aussi bonne chance parce que en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais tout ce que je veux te dire, c'est que notre analyse, c'est que ce secteur a besoin d'equity, de capitaux propres. Pourquoi ? Parce que, il faut créer des champions européens. Donc ça se fait avec du M&A, des fusions-acquisitions. Donc comme on a fait dans nos fonds, tu prends des participations au capital de sociétés que tu estimes fortes et tu construis des plateformes en leur faisant acquérir d'autres sociétés pour consolider la supply chain. Ça, c'était une des grosses thématiques post-Covid. Il fallait consolider cette supply chain. Et 2, il faut accélérer les cadences de production parce qu'aujourd'hui, tu as, comme je te disais, 12 ans de carnet de commandes moyen. Et donc, accélérer les cadences de production et créer des champions européens, ça se fait en injectant des capitaux propres. La dette, c'est un sujet évidemment, mais ce n'est pas le sujet central. Donc aujourd'hui, le besoin, il est là. Donc ça veut dire des levées de fonds pour toutes ces boîtes surtout, enfin capitaux propres, oui. Ouais, des nouveaux actionnaires. Des levées de fonds et de l'injection de capital. Et puis ensuite, ces sociétés pourront lever de la dette. Donc on aura aussi un angle dette dans notre stratégie. Mais c'est ce que me disait en effet Olivier Dellenbach. Finalement, tu parlais de Chaps Vision, donc le CEO que j'ai reçu sur Génération It Yourself. En fait, c'est une société de build-up. C'est une société qui à l'origine, quasiment en fait, que par des achats d'autres sociétés, quoi. C'est clairement un modèle de build-up. Ouais. Alors, on va venir un peu sur comment, où est-ce qu'on investit là-dedans, parce que finalement, à un moment, tu vois, il y a des trucs comme ça. Je sais pas, moi, je repensais, tu vois, Alvo qu'on a créé il y a quelques années sur la fusion-acquisition. On voit que la trend, elle grossit, elle est là. De toute façon, les gens vieillissent, ils vendent des boîtes. Tu vas sur Alvo.market, il y en a de plus en plus. Il faut pas être un génie pour voir ça, tu vois. Alors, faut juste être fort dans l'exécution. Et il y a des moments, c'est plus ou moins difficile. Il y a des tendances comme ça. Bon, tu peux dire l'IA ou voilà. La défense en Europe. Bon, voilà, ça arrive, c'est comme ça. Ça ne va que arriver. On peut pas ne pas investir. Et puis t'as même un principe de précaution ou tout ce que tu veux. Alors là-dessus, il y a plusieurs questions qui se posent. C'est en effet, comme tu le dis, il faut investir au bon endroit. Moi, par moment, je me dis, Naval Group, des sous-marins, peut-être que c'est pas si mal parce qu'il n'y a pas encore de drones sous-marins qui vont flinguer des gros sous-marins nucléaires d'attaque. Pas encore, à ma connaissance, j'en sais rien. T'as raison, j'en sais rien. Et moi non plus. Il n'y a pas encore de gros porte-avions, mais tu vois, tu te dis en fait, un porte-avions, ça coûte tellement cher. Il suffit de 2 mini-drones. Tu te dis en fait, dans la masse, je sais pas si j'irai investir. Je sais pas, tu vois, peut-être que je me poserai. Mais il y a des endroits. Et là-dessus, où est-ce que je vais ? L'autre question qu'on se pose, c'est OVNI, donc on a monté qu'un fonds d'investissement deep tech très early stage. On se disait à un moment, on a levé 60 millions l'année dernière, on se dit on pourrait investir, faire un deuxième fonds sur de la defense tech, mais très early stage. Et je pense que là-dessus, il y a un nombre de choses à inventer maintenant qui est incroyable. Le problème, c'est que les implications, aujourd'hui, tu veux faire un drone, tu as besoin des Chinois. Enfin, c'est impossible d'avoir la moitié des pièces qui sont dans un drone, elles sont faites en Chine, quoi qu'il arrive, ou je crois que en Chine d'ailleurs. Enfin, est-ce qu'il y a des innovations très fortes là-dedans ? Où est-ce que je mets mon argent ? Est-ce que je peux aller que chez Dassault et chez Chaps Vision ? Là est la question. Non, mais j'étais un peu provocant, et excuse-moi, quand je t'ai dit t'en sais rien. Sur les sous-marins. Et j'en sais rien. Ouais. Mais ce que je veux te dire par là, c'est ces sujets de défense, c'est des sujets de planification, et c'est des sujets sur lesquels, pour le coup, on est obligé de faire confiance aux militaires. Et pour les fréquenter... mais ils se font bananer quand même bien de près ou de loin. Militaires. Ouais, mais je peux te dire qu'ils sont très bons. Ils sont très très bons. Franchement, ils sont très très bons. Que ce soit les gens de la Direction Générale de l'Armement, même les gens qui sont au ministère des Armées, et puis même au niveau européen, parce qu'on n'est pas qu'en dialogue avec le gouvernement et l'armée française là-dessus. Moi, je suis impressionné par la capacité des militaires, à comprendre le business,
parce que c'est pas évident pour eux non plus, hein, c'est pas leur spécialité, mais à comprendre exactement ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, et à appliquer les méthodes qu'on apprend probablement en école de guerre, en école militaire au business, et ça c'est leur métier pour le coup, à planifier les investissements. Donc de toute façon, il faut écouter ce qu'ils disent, et je pense qu'on sort de notre rôle si on s'invente en voilà dans quoi il faut investir. Alors après, l'innovation, tu as raison, ça comporte une part de disruption, et donc là, la disruption technologique à la Elon Musk qui arrive et qui disrupte des secteurs qui sont très investis par l'État et qui réinvente le truc, ça c'est nécessaire aussi. Donc tu as besoin de cet aspect tech, venture, etc. Mais c'est le mariage des deux qui va donner quelque chose de productif. Nous, notre métier chez Tikeo, c'est de router l'épargne vers le financement de ça. Et ce que je veux te dire par là, c'est que je pense que le succès d'une bonne stratégie d'investissement dans ces secteurs-là, donc disons que la souveraineté et la défense au sens large, ce sont forcément des stratégies qui vont se faire en collaboration, avec le secteur d'un point de vue industriel, et avec la sphère publique. Et quand tu regardes les partenariats qu'on a aujourd'hui, sur le fonds cyber, on est le seul asset manager à avoir un partenariat signé avec le ministère des Armées et l'ANSSI, l'Agence nationale pour la sécurité des services d'information. Ça vaut quelque chose. C'est des gens avec qui on échange très régulièrement et qui nous envoient des ressources quand on fait des due diligence sur une société. Ensuite, quand la société est en portefeuille, qui peuvent nous conseiller, nous aider sur comment on fait pour l'aider à développer son business, en plus de notre propre réseau. Et puis, des partenariats avec les industriels, donc Airbus, Thales, Dassault, Safran dans le fonds aéropartenaires. Ça, c'est des gens qui ne sont pas seulement apporteurs d'argent, c'est aussi des gens qui sont apporteurs de ressources, d'idées, de suggestions. Et évidemment, la décision d'investissement, elle reste chez nous, mais ces partenariats-là, ils sont hyper importants, et le succès d'une stratégie d'investissement dans la défense au sens large, il passera forcément par ce type de partenariat-là. Ok. La question que je peux me poser, tu les fréquentes aussi, alors tu vas pas me dire oui, non, ils sont nuls, évidemment, j'imagine, puisque vous investissez, tu les connais, mais... Non, mais c'est sincère. Hein. Sur les militaires, j'y crois. Sur les industriels, finalement, il y a quand même des moments où quand tu as passé des années, des décennies à investir sur de la recherche, sur des avions, sur des tanks, sur des... Moi, ce qui me préoccupe, tu vois, je prends le tank, mais pour moi, c'est vraiment En fait, le truc, je me dis, mais ça ne sert plus à rien, un tank. Ça ne sert plus à rien. Enfin, je veux dire, tu t'appelles Dassault, je me trompe probablement. Ils auraient de quoi pulvériser mes arguments. Enfin, quand même, sur le terrain ukrainien, tu te dis, un tank à 8 millions, il se fait buter par t'envoies 8 drones à $5,000, t'es à peu près certain de l'exploser, tu vois. Enfin, il y a un moment, tu fais le poids du truc, tu te dis, pas sûr. Les avions, c'est un peu différent encore aujourd'hui, parce que je sais pas jusqu'à quand, mais à la fois, les avions au sol, là, ce qu'on voyait, les bombardiers en Russie, c'est quand même hallucinant. Donc, toutes les cartes sont redistribuées, et eux, ils ont investi des millions, des dizaines, des centaines de millions, des milliards pour aller faire ça, et ils ont quand même intérêt à essayer quand même de les vendre aux États pour dire, non, mais c'est encore super bien. Ouais, alors c'est vrai que c'est un risque, et c'est un risque dont ils sont conscients, puisqu'on en a parlé, je crois, le ministère des Armées en parle, ou le ministre des Armées en parle ouvertement. Effectivement, ça incite à l'humilité de voir un drone à $20,000 causer des dégâts à des bateaux qui coûtent des milliards dans le canal de Suez, et surtout pour se défendre contre un drone à $20,000, on est obligé de tirer un missile qui coûte $1 million. Donc c'est complètement asymétrique d'un point de vue financier. Donc ça incite clairement à l'humilité. Et effectivement, il y a clairement un risque, c'est pas moi qui le dis en l'occurrence, ce sont les interlocuteurs à qui j'ai parlé, on va appeler ça un risque d'ego, de dire j'ai développé cette solution, que ça soit, je sais pas, ça pour le coup ça sort de mes compétences, mais un porte-avions, un avion de combat super sophistiqué, etc. Et donc c'est la bonne solution, il faut la pousser, etc. Il faut savoir observer ce qui se passe sur les nouveaux terrains de guerre. Malheureusement, ils sont pas très loin de chez nous, hein, donc en Ukraine notamment. Mais ça, pour le coup, ils sont assez bons à faire ça. Donc mettre son ego de côté pour dire, ok, peut-être que sur ces programmes-là peuvent être utiles, ou ils peuvent être en fait pivotés vers d'autres choses. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le sujet de la reconversion est un vrai sujet, mais il faut aussi aller vers la guerre collaborative, donc investir dans le spatial, le quantum computing, l'intelligence artificielle, la cyber. Etc. C'est quelque chose qui est complètement nécessaire. Donc la mise de côté de l'ego, elle est hyper importante. Alors ça nous ramène à un podcast qu'on a fait ensemble sur ce sujet-là, qui n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, mais c'est quand même important effectivement d'observer, de rester humble, d'être toujours en alerte là-dessus.
et d'écouter effectivement d'où vient la disruption. Et j'ai touché du doigt un truc tout à l'heure sur, je sais pas si tu as regardé un peu ça, mais l'électronique. C'est-à-dire que en électronique, le monde entier est à la ramasse versus Taïwan et la Chine, finalement. On ne sait pas construire des puces, on ne sait pas construire, enfin, on ne sait plus faire des circuits imprimés à la marge, à ma connaissance. Il y a des investissements à faire là-dedans, il y a du retour possible, il y a des choses qui se passent. Oui, bien sûr. Alors ça fait partie de la chaîne de valeur de la souveraineté. Alors là, pour le coup, sur l'aspect semi-conducteur, l'Europe a clairement un train de retard. Après, elle n'est même pas à la gare ni au train. Je crois qu'il n'y a même pas les rails, il me semble. J'ai l'impression qu'il n'y a plus les rails, il n'y a plus tout ça. Non, mais ça c'est quelque chose. Alors. Je ne sais pas s'il faut l'accepter. En tout cas, il faut essayer de rattraper son retard. On peut pas. Je veux dire, ça, tout le reste tombe là. Je veux dire, tu peux plus rien faire sans ça. C'est comme si tu me dis, on va faire des boissons. Mais dans le monde entier, on va produire, mais j'ai pas d'eau. Je dépends de mon ennemi pour avoir de l'eau. Ouais. Alors dans la CIO letter qu'on avait publiée en octobre 2023 sur la souveraineté européenne, c'était un des sujets. C'était c'est quoi la souveraineté? Disons 2.0, parce que la souveraineté 1.0, aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, elle est impossible. La souveraineté de dire je suis autonome sur tout, c'est impossible. Même les États-Unis ne sont pas autonomes sur tout. D'ailleurs, on le voit dans la guerre commerciale avec la Chine. Ils ont besoin de sacs Vuitton, c'est très important. Ils ont besoin de ça, mais ils ont besoin aussi de ce qu'exportent les Chinois. Quand la Chine arrête d'exporter vers les États-Unis, ça crée des trous à pas mal d'endroits. Et donc aujourd'hui, la souveraineté 2.0, c'est quoi? C'est gérer les interdépendances. On l'avait mentionné dans la CIO letter d'octobre 2023 déjà. C'est de dire aujourd'hui, je suis trop fort dans ce domaine-là pour que dans le domaine dans lequel je suis dépendant d'un autre État, cet autre État puisse me dire, tu sais quoi, j'arrête de te fournir ça. Parce que j'ai besoin de toi sur le domaine où toi tu es très fort. Moi je suis totalement d'accord avec ce que dit David, et donc on l'avait écrit en 2023, de dire aujourd'hui, aujourd'hui la souveraineté 2.0, c'est la gestion des interdépendances. Et donc c'est d'avoir des domaines de compétences très très forts, qui font qu'en fait, là où tu es dépendant d'autres puissances, ne sera pas utilisé à ton détriment parce que tu es très fort dans des choses dont eux, ils ont besoin aussi. Oui, non, mais c'est sûr, mais moi j'ai l'impression que nous en Europe, on a moins de choses dont ils ont besoin. C'est ça qu'il faut, éviter. C'est ça notre problème, et c'est ça qu'il faut résoudre en apportant beaucoup de capitaux et en gardant beaucoup de talents ici pour faire en sorte que ça arrive. C'est ça la clé de la souveraineté. C'est ça. C'est la gestion des interdépendances. Et en effet, après, il y a quelque chose qu'on apporte, nous, c'est quand même qu'on a un gros marché, ça reste quelque chose. Donc, tu fermes ce marché, tu fermes quand même aussi beaucoup d'accès à plein de capitaux. On consomme, quoi, nous, Européens. C'est le plus gros marché du monde, 450 millions de personnes. Donc... Ouais, très bien. Alors, j'ai une option, c'est soit regarder ce que fait Tikeo. Vous avez différents fonds, tu m'as dit depuis tout à l'heure. Il y a des fonds cyber, des fonds de défense. Tu peux me les décrire? Il y en a un nouveau qui arrive. Et comment je peux rentrer là-dedans? Et après, on va voir qu'est-ce que je peux faire si moi, je veux faire autrement. Si je veux soit du stock picking, soit quels univers, où est-ce que je peux trouver des choses? Alors, aujourd'hui, on a 3 solutions disponibles. On a une solution dans le côté qui est un fonds sur la souveraineté européenne. Donc là, c'est des actions classiques. C'est un fonds à liquidité quotidienne qui est disponible sur les plateformes d'assurance vie, qui est assez bien référencé sur les plateformes d'assurance vie, en épargne salariale, en épargne retraite. Donc je vais sur ma plateforme d'assurance vie. Je peux le prendre aussi en PEA quand même Alors, c'est un fonds effectivement d'action européenne, donc éligible au PEA. D'accord. Effectivement, c'est notre seule action qui est notre seul fonds action qui est je cherche quoi? Tikeo European Sovereignty Fund, TESF, qui s'appelle celui-là. Ok. Ensuite, on a 2 fonds dans le domaine du private equity, un fonds qui s'appelle Aéro Partenaire 2, qui est donc ce fonds aérospace et défense. Donc ça, c'est un fonds qui investit dans la supply chain, dans la supply chain européenne, la chaîne d'approvisionnement européenne de l'aéronautique et de la défense. Okay. Et puis, on a un fonds qui est le plus gros fonds au monde hors États-Unis de venture capital entièrement dédié à la cybersécurité, qui s'appelle Brienne 4, Vintage 4, qui est un fonds qui investit. Alors là, c'est du venture capital principalement,
même si on fait un petit peu de grosses, dans la cybersécurité. Donc des startups, c'est quoi C'est des startups, c'est série A, série B, série C. Okay. Et la stratégie, alors c'est un secteur qui, aujourd'hui, tout comme le secteur de la transition énergétique, il y a 10 ans, quand on s'est lancé, c'était un petit secteur qui est devenu aujourd'hui un secteur très, très conséquent. La cyber va suivre la même trajectoire, et donc c'est une stratégie qui sera amenée à évoluer vers le growth, à élargir son spectre vers le growth quand le secteur européen sera plus mature. Quels sont les minimums pour rentrer dans ces fonds ? Alors dans le fonds action classique, il y a des parts des 500 €. Okay. Dans les autres fonds, ça dépend si on rentre en direct dans le fonds, où là c'est plutôt des investissements de l'ordre du million d'euros. Okay. Mais il y a aussi des produits d'accès. Je l'ai fait le mardi généralement, ceux-là. Ouais. Il y a aussi des produits d'accès, donc des feeders. On en a lancé un avec notre partenaire Opal Capital, okay. sur le fonds Aéropartenaire récemment. Donc là, c'est disponible en ligne. Vous pouvez vous connecter à la plateforme Opal Capital et puis vous regardez ce fonds-là. Et donc là, les minimums d'investissement sont beaucoup plus bas. Et puis, c'est genre 10 000 ou c'est un peu plus que ça. Quand même. Okay. C'est quelques dizaines de milliers d'euros. Et puis, pardon, c'est pas liquide ça. C'est pas des actions. Tu les achètes, tu restes des années jusqu'à la. Ça, ce sont des vrais fonds de private equity fermés. Il n'y a pas de liquidité là-dedans. Ouais, okay. Et puis, on a annoncé le 20 mars au ministère de l'économie, lors de la grande journée organisée justement sur le financement de cet écosystème par le ministère de l'économie, cette initiative de lancer une unité de compte, donc éligible au contrat d'assurance vie, donc en partenariat avec un certain nombre d'assureurs qui vont distribuer cette unité de compte, dont Société Générale Assurance, d'une unité de compte qui sera en fait une combinaison de ces stratégies-là, avec en plus un angle dette privée, puisque la stratégie pourra investir jusqu'à 20% en financement, en dette privée. Donc là, on aura du private equity avec le fonds aéronautique et défense, le fonds cybersécurité, jusqu'à 20% de financement privé, et puis les co-investissements avec ces fonds-là. C'est-à-dire que ces stratégies, cette unité de compte va aussi co-investir avec ces fonds. C'est ce qu'on appelle un produit structuré, ça ? Non, c'est pas un produit structuré. C'est on pourrait appeler ça un fonds de fonds. Okay. En fait, c'est un peu plus que ça, parce que ce fonds va aussi co-investir. Donc c'est un fonds d'actifs non cotés éligible au contrat d'assurance vie, donc il va router l'épargne vers le financement de la défense. C'est liquide, parce qu'il y a des fonds non liquides en dessous. Donc quand tu investis là-dedans, c'est un peu liquide ou pas? Alors il y a des mécanismes de liquidité qui sont assurés par l'assureur, comme sur toutes les plateformes d'assurance vie. Et puis on a mis en place un certain nombre de mécanismes qui nous permettent de gérer cette liquidité. Mais les investissements, par contre, eux, il faut bien comprendre que ça reste illiquide. Et donc, ce sont des supports d'investissement de long terme. Oui. C'est pas des instruments de trading. 5 ans et plus. Ça, c'est hyper important. C'est pas des instruments de trading. C'est-à-dire que c'est pas un ETF dans lequel on rentre et puis on sort 15 jours après parce qu'on a fait le rendement qu'on voulait. C'est hyper important. Et d'ailleurs, ce dont ce secteur a besoin, c'est tout sauf du trading. C'est tout sauf de la spéculation. Parce que, pour répondre à ta question ensuite, que tu as posée ensuite, dans le stock picking, comment on fait, ce qu'il faut éviter, ce qui ne se sert pas ce secteur, c'est la création d'une bulle. Alors, dans le non-coté, on n'est pas si inquiet que ça, déjà parce qu'il y a 3000 sociétés éligibles aujourd'hui à nos stratégies dans le non-coté. C'est beaucoup, pas beaucoup. C'est beaucoup quand même. Mais tu vois, dans le monde, tu as quoi ? Tu as quelques milliers de sociétés cotées. Donc là, je te parle de non-coté, mais je te parle de non-coté. En Europe, il y a 3000 sociétés éligibles, donc c'est beaucoup, il faut les trouver. On a regardé 400 dossiers, on a fait 14 investissements dans le fonds Aéropartenaire 1. Et encore une fois, pour les trouver, il faut cette expertise. C'est-à-dire que tu n'as pas beaucoup d'équipes d'investissement dans la défense, à ma connaissance, aucune en Europe qui a plus de 20 ans d'expérience comme la nôtre. Et donc là, on ne voit pas encore, en tout cas, on n'a pas de création de bulle aujourd'hui. Les multiples de valorisation sur lesquels on rentre encore aujourd'hui sur les sociétés dans lesquelles on investit sont en ligne avec les multiples du private equity, voire inférieurs. Les niveaux de levier d'ailleurs sont assez bas. On est à moins de 3 fois de levier, de 3 fois les EBITDA sur les entreprises sur lesquelles on rentre. Donc là, il n'y a pas de bulle. Il n'y a pas de bulle parce que ces sociétés-là sont plus difficiles à trouver et plus difficiles à exécuter d'un point de vue compétence qu'il faut. Par contre, dans le côté, on a eu cette inflation des multiples de valorisation des sociétés dans la défense. Et ça,
Alors, c'est bien pour les gens qui étaient investis. Alors, notre fonds de souveraineté européenne en a profité, donc je ne vais pas cracher dans la soupe. Mais tu ne veux pas que ça crée une bulle comme il y a eu des bulles dans d'autres, dans l'IA ou dans d'autres secteurs du côté. Et donc, je pense que ce secteur a besoin de tout sauf de traders de court terme. D'accord. Voilà. Ce sont des investissements de long terme. Et d'ailleurs, quand tu regardes l'enjeu clairement d'augmenter les cadences de production, de créer des champions européens, tu vois bien que ce n'est pas des trucs qui vont se faire en 15 jours, quoi. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que vous êtes à tous les niveaux, notamment si je rentre sur ce dernier point, on va quasiment, donc tu dis de la série A jusqu'à du côté, hein, donc finalement, tu vas potentiellement suivre, et tu parlais de growth entre les deux, en fait, suivre vraiment des trajectoires de boîtes de leur naissance quasiment jusqu'à leur vraie éclosion. C'est ce qu'on essaie de faire chez Tikehau, alors pas seulement dans ce secteur-là, mais depuis la jeunesse de la société, c'est d'avoir une vue 360 côté, non côté, dette, equity, mais aussi vraiment de la naissance d'une société jusqu'à son aspect mature, de pouvoir investir. Et avec un partenaire comme la Société Générale, juste je voudrais comprendre les frais là-dessus. Enfin, quand ça m'est vendu, moi, en retail, un peu comme ça, qu'est-ce que je paye, à qui je donne, combien prend Tikehau, combien prend le distributeur, etc. Le fonds est toujours n'est pas encore approuvé par le régulateur. Donc Au moment où on en parle, mais je veux dire, dans l'absolu, ces fonds, quand c'est distribué comme ça, il y a un fee à l'entrée, un fee à la sortie, il y a un fee tous les ans, comment ça se passe? Oui, alors il y a des frais de gestion, hein, c'est un fonds classique. C'est un frais de gestion, classique. Ça c'est pour Tikehau. Il y a des frais de gestion pour Tikehau, il y a des frais qu'on paye à nos distributeurs, donc nos partenaires distributeurs assureurs. Qui sont des frais de gestion aussi? Non, qui sont des frais d'entrée. Des frais d'entrée. Et voilà, donc c'est un fonds totalement classique. Mais là-dessus, encore une fois, le fonds n'est pas encore approuvé. Donc Ok, si jamais au moment où il est approuvé, on peut avoir juste des petits détails que je pourrais mettre dans le descriptif de l'épisode ou quelque part, ce sera intéressant. On peut faire ça, et puis après il y a tous les détails sur le site, sur notre site internet. Et puis vous êtes assez transparent, mais moi j'ai besoin de comprendre, c'est des choses de la martingale. Les distributeurs eux-mêmes seront amenés à le marketer sur leurs différents vecteurs, et donc voilà. Non, mais je trouve que sur les distributeurs, c'est quelque chose que je déplore ici, mais que c'est pas toujours assez clair. Et les objectifs, vous avez des objectifs de rentabilité, on peut parler de choses comme ça Alors oui, bien sûr, il y a des objectifs de rentabilité. Sur les fonds de private equity, c'est des objectifs de private equity classiques. Hein. Donc c'est 2,5 fois l'investissement initial sur la durée de vie du fonds moyenne d'une dizaine d'années. Et à peu près 20% de rendement. Sur les fonds actions, évidemment, ça dépend des marchés, ça dépend des années, mais ce sont des fonds qui ont des objectifs de rentabilité qui sont en ligne avec ce qu'on peut attendre d'un fonds equity. Et d'ailleurs, le fonds equity, c'est un très bon track record puisqu'il a surperformé son benchmark de plusieurs pourcents depuis sa création. Donc, ce sont des objectifs de rendement qui sont en ligne avec ceux de la classe d'actifs. C'est pour ça que, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas voir ce secteur de la défense comme un secteur à part ou un secteur où le rendement financier viendrait, ou le rendement extra-financier, alors là je ne parle pas seulement de ESG, mais de financement de l'effort de défense viendrait au détriment de la performance financière. Ce sont des secteurs de croissance forte. Encore une fois, nous, notre conviction, c'est que les secteurs de croissance forte, dans un monde de croissance qui va forcément ralentir parce que la création de résilience a un coût, coût d'assurance, coût de produire plus près de son consommateur, coût d'opérer avec des coussins de capitaux plus élevés. Ces secteurs de croissance-là, dont la défense, l'aéronautique, la défense, la cyber, la souveraineté européenne font partie, ce sont des fonds qui vont avoir des niveaux d'attente de rendement qui sont complètement en ligne avec aujourd'hui les meilleures classes d'actifs dans lesquelles on peut investir. Intéressant. Je suis pas allé jusqu'au bout de ma démarche d'ailleurs tu vois, je parle des semi-conducteurs, etc. Si j'avais voulu aller jusqu'au bout, il y avait deux choses qui étaient importantes, c'était les matières premières et l'énergie sous-jacente pour tout ça. Parce qu'il y a quand même aussi des sujets là-dessus. Vous investissez dans ces fonds là-dessus ou c'est pas du coup le sujet, c'est plutôt dans d'autres fonds? Non, alors on n'investit pas dans ces fonds là-dessus, mais comme tout est lié, et tu as totalement raison, dans notre fonds de transition énergétique, on participe aussi au financement de la... Alors, je sais pas, j'irai pas jusqu'à dire l'indépendance énergétique de l'Europe, mais en tout cas cette transition énergétique vers les énergies renouvelables qui sont un des moyens pour l'Europe d'être un peu moins dépendant.
ça ne sera pas non plus une indépendance totale des énergies fossiles. Oui. Mais donc, tout est lié. Mais par contre, dans ces fonds-là, ce n'est pas l'objectif. On n'investit pas dans les matières premières. Très clair. Qu'est-ce qu'on offre à ceux qui viennent de ma part directement chez Tikehawk pour mettre un ticket d'1 million chez vous là, juste un grand sourire. On doit respecter quand même des règles d'égalité des porteurs, etc. Mais souvent, on a des parts qu'on appelle early bird sur des fonds. Donc, sur certains des fonds, quand vous venez tôt dans la stratégie, vous avez des management fees un peu plus réduites. Ok. Vous dites que vous venez de la part de Mathieu. Je sais pas, sur le site, on peut vous contacter directement. Il y a des commerciaux chez vous. Oui, bien sûr, on a une grosse équipe commerciale. Il y a tous les détails sur notre site. Vous nous appelez. Il y a aussi les solutions Opal Capital dont je vous ai parlé. Le fonds de souveraineté européenne, il est encore une fois, c'est un fonds liquide classique, donc il est disponible sur les plateformes d'assurance vie et en épargne salariale, en épargne retraite. Donc il y a plein de moyens d'investir dans ces véhicules. Et sans parler de bulles, avant que je te demande ta martingale à toi, parce que il faut toujours qu'on revienne à cette question, mais sans parler de bulles, si moi je veux faire mes petits investissements à droite à gauche, alors toi tu recommandes de regarder quand même en très early stage des choses que vous faites pas avant les séries A, ou peut-être, je sais pas, il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas, ou des choses sur lesquelles vous êtes, des concurrents qui font des choses. Qu'est-ce qu'on peut regarder dans ces univers que tu penses intéressants, impactants ? Alors, bien sûr, on fait pas tout et on n'a pas la prétention de tout faire. Hein. Nous, ce qu'on fait, on veut bien le faire, mais il y a plein d'autres gens très compétents qui font ça, et puis il y a plein d'autres gens qui savent faire des choses qu'on ne sait pas faire, notamment dans le domaine vraiment du très très early stage, donc du seed. Nous, on fait pas ça aujourd'hui. Alors, on peut le faire à titre privé, etc. Mais on peut le faire aussi à titre exceptionnel par notre bilan. Ça nous est déjà arrivé de faire ça, parce qu'on peut utiliser notre bilan pour faire des choses que les fonds ne peuvent pas faire, ne savent pas faire. Mais oui, il y a beaucoup d'innovation dans ce secteur-là. Et encore une fois, même s'il faut faire confiance à la planification militaire, etc., je pense que le monde militaire, aujourd'hui, est un monde très à l'écoute de ce qui se passe dans l'économique. On a besoin de disrupteurs, mais cette disruption, elle est là. Tu les connais, toutes ces startups qui inventent des choses à la fois des applications civiles qui peuvent servir aux militaires ou des applications militaires directement. Et donc, il y a un univers très, très fertile en Europe, parce qu'il y a les talents et parce qu'il y a ce qu'on appelle le rule of law, qui est que en fait, le droit en fait, est favorable au business, à la création, à l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, notre président et le gouvernement sont quand même très favorables à ça. Ils le poussent beaucoup dans plein de forums, comme Choose France qui s'est passé récemment. Il y a Vivatech là, qui arrive. Il y a quand même un écosystème ultra fertile en Europe là-dedans. Il est fertile. Est-ce que les psychologies sont prêtes je veux dire, finalement, tu vois, quelque part, c'était plus cool de faire du logiciel en SaaS ou des modèles sur lesquels tu allais accompagner des entreprises sur leur bien-être au travail, ou enfin tu vois, du green et des choses comme ça sur lesquelles tu es assez valorisé par les médias et par plein de choses. Là, on parle de trucs potentiellement ou aussi psychologiquement, sociologiquement. Tu reviens sur des trucs où pas que de l'armement, mais il y a le civil militaire, tu le dis, mais il y a quand même tu vois, un discours et quelque chose qui est un peu différent. Oui, mais je pense que, encore une fois, tu as des applications, enfin, le militaire aura plein d'applications civiles très positives. Et puis, il ne faut pas se tromper sur de quoi on parle. Et là, j'anticipe la réponse à ta question sur c'est quoi ta martingale. La martingale, c'est on a un modèle de développement économique à faire pivoter dans le monde pour éviter l'effondrement, clairement. Et ça sera le sujet d'ailleurs de la prochaine CIO Letter, mais on en a déjà parlé dans ces émissions-là. Là-dedans, l'Europe a son mot à dire, l'Europe a des choses à proposer, notamment un modèle de développement basé sur une économie, sur une croissance durable, et ça se défend. Et pour défendre ça, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, on a besoin de financer l'effort militaire et d'être plus souverain sur ces questions-là. C'est ça l'enjeu, c'est de garder notre liberté de penser et de garder un modèle dans lequel on est libre. Ok. Voilà. Écoute, c'est une très belle martingale. Ça permet aussi de réfléchir à ce dans quoi on veut investir aussi, regarder un peu tout ce qui va se passer.
Merci Thomas, on te suit sur LinkedIn principalement. Hein, ouais. Ben ouais, uniquement. Moi, je suis pas un grand spécialiste des réseaux. Je suis pas là-dessus. Et puis LinkedIn, c'est surtout Tikeo qui poste des choses et moi qui les like. Je ne poste pas grand-chose malheureusement. On peut te suivre quand même si on veut te contacter et puis peut-être à droite à gauche. Et puis sinon, il y a la CIO Letter. Vous pouvez vous abonner directement sur le site de Tikeo. On mettra le il y a aussi plein de papiers de recherche qu'on publie, hein, notamment sur la défense. On en a publié plusieurs. Donc tout ça, c'est sur le site internet de Tikeo. Très bien. Et puis je vous invite à écouter en effet ces podcasts qui sont intéressants si vous avez aimé cette thématique, avec David Bavrez sur Génération It Yourself, avec Olivier Dellenbach aussi, je pense qu'il a été sous-visible, mais sur Shabs Vision, qui est intéressant. Et puis, merci en tout cas d'être venu. Merci à toi. Et je suis impatient de savoir de quoi on va parler sur le prochain, parce que là, tu vois, entre la... You're the boss. Ouais. Merci en tout cas Thomas, c'est toujours un grand plaisir. Merci à vous tous d'être aussi fidèle et sympa sur la martingale. Je vous parle souvent de cette stat là qu'on a découvert, mais sur nos différents podcasts, on est généralement à plus de 80%, jusqu'à 85% sur certains épisodes, des personnes qui écoutent qui ne sont pas abonnées, que ce soit sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast. Donc, si vous écoutez ces épisodes, abonnez-vous. Moi, je demande souvent de les partager, évidemment. Si vous les partagez, abonnez-vous aussi. Et puis, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à droite à gauche. Si vous êtes sur YouTube, venez vous abonner ailleurs. Ça nous permet d'avoir un peu plus de force, d'être plus visible, de monter dans les algos. Donc, merci en tout cas. Et puis, abonnez-vous aussi à la newsletter. On en fait partout, on est partout. Abonnez-vous partout. On a besoin de vous. Allez, bisous. Salut, à la semaine prochaine.